Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Il est considéré comme l'un des pionniers de la promotion de Koutamakou et plus particulièrement de l'alphabétisation en langue d'Itamari. Depuis des décennies, il a démontré clairement sa vision orientée sur l'alphabétisation en Itamari à travers des actions concrètes et diverses. Sans risque de se tromper, l'on peut affirmer qu'il est à l'avant-garde de la grammaire en Itamari. Outre sa carrière de professeur certifié en littérature des collèges d'enseignement général, c'est aussi un homme politique avéré. Ancien maire de la ville de Nati Tengu et tout récemment honorable député à l'Assemblée nationale du Bénin, il a marqué ses traces de mille façons. Ce qui lui a valu d'ailleurs le statut de l'un des hommes les plus connus de la communauté Otamari. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui pour vous le professeur Nda Antoine Nda, avec qui nos échanges porteront essentiellement sur la genèse de la promotion de la langue d'Itamari. Professeur Nda Antoine Nda, ou je dirais honorable, bonjour et merci de me recevoir ici dans la belle ville de Nati Tengu. Nous sommes au camp militaire Kaba où règne d'ailleurs une bonne ambiance. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction, vous êtes l'une des figures à qui l'on doit la valorisation de la langue d'Itamari. D'ailleurs, en préparant cet entretien, j'ai contacté certaines personnes pour avoir leur avis sur mon choix qui a porté sur vous dans le cadre de ces échanges. Et j'ai été agréablement surpris des retours que j'ai reçus. Alors, quelle impression cela vous donne aujourd'hui de savoir que vous êtes considéré comme l'un des pionniers de l'alphabétisation en langue d'Itamari? Il faut que je rectifie un peu. Moi, j'ai rattrapé l'alphabétisation à partir de 1982 au séminaire de Perma. J'arrivais, disons, de l'extérieur où j'étais allé étudier, mais mon premier séminaire, c'est 1982 à Perma. Donc j'ai rejoint beaucoup de gars qui avaient déjà démarré. On m'a dit que ça a démarré à Bukombe en 1978. Et on m'a cité quelques éléments, quelques personnes qui étaient à cette date-là déjà dans l'alphabétisation. C'est Monsieur Nda Sekou Pascal, Monsieur Borkou Gabriel, Monsieur Noël Kumba, beaucoup d'autres. Bon, je ne peux pas tout citer. Mais on peut faire une place particulière à Théophile Nata, paix à son âme, sur le plan académique. C'est à partir de sa thèse de linguistique qu'il a essayé de décrire le système phonétique tamari, que tout ça, on a adapté la thèse. Ceux qui ont participé à la pratique ont adapté donc les signes que la thèse avait proposés, avait suggéré pour l'écriture du tamari. À partir de 1982, je suis devenu, lors du séminaire de Perma, le délégué à la presse. Donc je devais faire une petite revue qu'on appelait du Tanteo. C'est là où j'ai participé un peu plus que les autres parce que j'étais face à des difficultés qui n'étaient pas encore aplanies. Oui, professeur, au regard de votre contribution à ce grand travail, je pense toujours que le statut de l'un des pionniers, même si vous le refusez, reste toujours approprié à votre égard. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a fait naître cette vision en vous? Pourquoi avoir décidé de vous consacrer à l'alphabétisation en langue d'Itamari? J'étais ensemble avec Théophile Nata à Paris là-bas. On discutait déjà de l'ambition que nous devrions tous avoir. Parce que pour éduquer un peuple, l'obliger à transiter par le français ou bien par l'anglais, ça ne facilite pas les choses. Je ne sais pas si cette doctrine est exacte, mais il se dit qu'aucun pays ne se développe, aucun peuple ne se développe en dehors de sa langue. Que l'histoire pourrait démontrer qu'aucun pays ne se développe par des langues étrangères. Donc nous avions foi en cette doctrine-là. Et on pensait qu'on pouvait orienter notre communauté dans l'écriture de sa propre langue pour faciliter le développement. Une vision très, très utilitaire. Nous croyons que c'est en allant à la connaissance par sa propre langue qu'on allait vite obtenir le progrès. Et c'est ça qui nous a engagés. Chacun a participé activement à cette affaire-là. Quand j'ai dû, au sein du bureau
de la commission, prendre le poste de délégué à la presse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés à faire lire la langue du Tamari. Tout le monde pouvait m'envoyer son texte, son article, et c'était à moi de le mettre sous frappe. Grâce à ma femme d'ailleurs, qui m'aidait beaucoup, qui a participé énormément sur cet angle-là. Elle n'avait pas besoin de comprendre. Moi, je devais comprendre. Mais elle tapait, c'est moi qui devais comprendre ce que ça veut dire. J'ai eu beaucoup de peine à lire les articles. Beaucoup de difficultés à lire tous les articles. Je me suis amusé même à solliciter les auteurs de ces articles pour relire ce qu'eux-mêmes avaient écrit. Et ils n'y arrivaient pas. J'ai dit, bon, il y a un problème. Oui. On a cherché en quoi résidait le problème. Où était le problème? En termes simples, le problème était dans la compréhension. Il fallait s'apercevoir qu'il y a la lecture, c'est un décodage. C'est un acte de décodage. Et qu'avant le décodage, il fallait créer le code. Les Tamaré n'avaient pas encore créé le code, mais s'appliquait au décodage. Ce qui était un peu difficile à résoudre comme problème. C'est là où, avec une équipe que je respecte aujourd'hui, ils sont très nombreux, César, Doto, Laurent, Jérémy, Edmond, voilà les noms que je garde en mémoire. Nous avons formé cette équipe et nous avons pu, avec l'appui de la SIL, la Société internationale de linguistique qui est basée à Kara, nous avons pu faire le code, c'est-à-dire la grammaire en Itamari. Et désormais, si vous aviez appris la grammaire, vous pouviez... Il était facile de décoder par la lecture. Voilà. C'est grosso modo le travail que nous avons fait. Ça a pris beaucoup d'années, mais c'est l'intérêt de ce travail-là. Dans le même groupe, nous avons traduit le système décimal pour que chacun puisse calculer dans le système décimal en sa langue. C'est super ça. Oui, après, ça a été un peu... Ça a semé un peu de problèmes aussi. Hein. Ceux qui avaient été à l'alphabétisation, première formule, ont trouvé très pénible de réapprendre maintenant la grammaire qui venait de démarrer. Et il y a eu même quelques tensions. Les gens pensaient qu'on transformait trop les choses et que nous rendions les choses plus difficiles. Oui, alors que c'était un travail scientifique. Voilà, non. Et ils étaient habitués à lire au son. Vous n'êtes pas le seul lecteur, son seul lecteur, c'est-à-dire c'est toi qui écris, c'est toi qui te lis. Il fallait que tu écrives et que d'autres te lisent. Mais il faudrait qu'entre toi, le premier qui écrit et le deuxième qui lit, vous soyez entendus sur le code à suivre. C'est ça. Ouais. Et ils ne voulaient plus, ils trouvaient très pénible d'apprendre toutes ces nouveautés-là. Mais finalement, ça a pris quand même. Ça a pris, ça a facilité pas mal de choses. Donc, voilà ce que nous avons pu apporter à travers une institution qu'on a appelée le Centre d'alphabétisation de Tignente. Notre lieu de travail, c'était Tignente. Et on s'était tous retirés en équipe à Tignente. Alors aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation actuelle de l'alphabétisation en langue d'Itamari? Je n'ai pas d'informations très fraîches, mais ce que le bruit, selon les rumeurs que j'écoute de temps en temps, les gens ne s'intéresseraient plus, tellement. C'est l'argent a pris le dessus sur le culturel, quoi. Ce n'est pas uniquement en Itamari, c'est un fléau général. Dans le culturel ne marche plus très fort, c'est l'argent. Tout ce que j'apprends, c'est que les alphabétiseurs se plaignent de n'être pas payés. C'est-à-dire qu'ils voulaient en faire un travail, un métier, gagner de l'argent, par ce métier. Oui. Alors, nous sommes dans une contradiction. En fait, le culturel doit nous libérer et plus tard, ça va nous permettre de gagner de l'argent par ce métier. Mais nous voyons ça à court terme et dans ce court terme, ce n'est pas réalisable. Le culturel là, est en train de grignoter sur le français. Philosophiquement, bon, on dit oui, un peuple ne peut se développer que par sa langue. Les Français entendent ça bien, mais en attendant, ils ne sont pas prêts à... Non, ils ne sont pas prêts à faire passer la chose comme ça. Je suis d'accord. Donc, il faut une bonne dose de politique. Il faut renverser la puissance du français et
actuellement, notre politique nationale n'a pas la force de renverser la tendance de repousser le français pour développer voilà, c'est là le problème. C'est un problème politique en grande partie, mais c'est un problème technique aussi. Mais ça, c'est en deuxième position. C'est un problème technique parce que tous les gens qui ont été formés en Ditamari, en alphabétisation, nous n'avons pas fait progresser la culture grâce à l'alphabétisation. Bon, je dis faire progresser. Par exemple, à mon niveau, par exemple, ce que je pouvais faire, ce que je maîtrise, que je pouvais faire, c'est créer la grammaire. Je ne suis pas mathématicien, mais au moins pour le système décimal, tout le monde a été au CM2, tout le monde peut faire ça. Par exemple, il faut traduire le droit. Il y a le droit coutumier, ça peut s'écrire. Il y a le droit moderne, qui peut s'écrire aussi. Il y a surtout, par exemple, le droit fiscal. On peut écrire ça. On a bien traduit la Bible. Donc, bon, c'est parce que certains étaient intéressés à traduire la Bible. Est-ce que ce sont les Beta Marvel qui sont les pionniers de la traduction? On a pioché les églises UEB, chez les églises catholiques, chez les églises. Et on en a fini par traduire un gros livre comme la Bible. Mais pour de petits livres plus simples... Oui, on a les difficultés. Il n'y a vraiment pas... C'est pas un besoin, c'est pas primordial. Non, c'est pas une difficulté numéro 1, mais c'est une difficulté numéro 2 que moi j'appelle technique. Elle est technique. On aurait pu la résoudre, puisqu'on l'a résolue dans d'autres domaines. Mais là, personne ne s'offre, personne ne se fait volontaire. Et ça, c'est un défi aujourd'hui à relever pour... Ah oui, c'est la question d'argent. C'est la question d'argent. Puisque, en gros, le culturel est tombé devant l'argent. C'est l'argent qui passe d'abord. Les gens seraient prêts, même les Tamaris seraient prêts à aller apprendre, par exemple, le yoga, s'il y avait de l'argent à gagner en enseignant le yoga. Effectivement. Oui. Nous sommes dans un monde capitaliste. Donc, c'est l'affaire d'argent. Si on avait créé une machine à sous ou bien à billets, quoi. Un distributeur de billets. Pour enseigner le Tamari. Même les fonds, les yoga, je ne sais pas, toute autre langue. Ils viendront pour apprendre. Oui, et enseigner mieux que les Tamari même. C'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Nous faisons ça pour l'anglais, non? Oui. Pour l'allemand, l'espagnol, ceci. Mais pourquoi? Parce que moyennant. Oui. Voilà. Donc on ne peut pas financer notre affaire, notre culture. Ceux qui peuvent financer leur culture, bon, vont dominer. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez une autre alternative pour régler ce problème-là? Le coup de pouce, le premier coup de pouce, ça doit venir de la politique. C'est la volonté politique du pays. C'est le gouvernement. Maintenant, le gouvernement, il doit être un peu timide quand il voit l'obstacle technique. Technique qui se présente. Oui. Par exemple, cette année, un programme national est lancé par le gouvernement où on dit on va prendre les jeunes déscolarisés ou même non scolarisés tout simplement, mais qui savent qu'on peut éduquer dans leur langue maternelle. Parmi les langues, quand ils sont arrivés ici dans la commune de Natengou, même je crois à Bokombe, je ne sais pas, je ne connais pas bien le détail. Depuis le gouvernement, depuis le ministère, ils ont dit dans la zone où vous allez, c'est le Tamari qui a les outils pédagogiques. Hein? Quand ils sont venus ici, bon, c'est le Tamari qu'on va prendre. Tu vois? D'où la question technique. S'il n'y avait pas des outils pédagogiques, on n'allait pas prendre le Tamari. Absolument. Ouais. Alors, on a fait tout ça. Aujourd'hui, on détient quelques outils pédagogiques. Par notre bonne volonté seulement. Je ne sais pas la part d'erreur du gouvernement, la part d'erreur de chaque communauté, mais chacun a tort quelque part. Oui. Les responsabilités sont partagées. Oui, oui. Et
c'est parce que nous sommes actuellement butés au mur de l'argent là, qu'on ne recrute plus de travailleurs dans ce secteur d'alphabétisation. Mais quand même, l'alphabétisation a produit des choses. Il y a des exemples dans notre équipe là. C'est pas l'alphabétisation qui sont devenus des Dakarois aujourd'hui. Ils n'étaient pas allés à l'école avant. Je connais un ou deux qui sont officiers militaires et ils n'avaient pas mis le pied à l'école. Oui. Et même dans les camps maintenant, quand il s'agit d'alphabétisation, ce sont eux qu'on sollicite. Alors, professeur, avant de finir, l'une des prouesses que vous avez pu réaliser également, c'est d'avoir réussi à léguer votre langue à vos enfants, malgré leur métissage dû à l'origine allemande de leur mère, à qui d'ailleurs je rends hommage de passage pour ces nombreuses actions en faveur de notre communauté. Permettez-moi de vous demander directement comme ça, mais c'est quoi le secret? Non, c'est parce que nous, on vivait dans la communauté, on était dans la communauté Tamari. J'avais ma mère qui vivait là, donc c'est elle qui l'a appris. Moi-même, comme j'étais dans l'alphabétisation, même leur propre maman, c'était tout le temps écrit des articles, écrit des articles. Tous les articles passaient par là. Ça veut dire, les gens écrivaient manuellement, ils nous envoyaient, et c'est ma femme qui tapait tout. Donc elle était immergée, elle était tout le temps dedans. Et elle a fini par au moins comprendre quelques mots, quelques bouts de phrases. Mais c'est que nous étions dans le milieu Tamari, le quartier était Tamari, les jeunes enfants qui jouaient avec les miens étaient Tamari. Et c'était à Ouekela. Et ma mère qui les élevait était Tamari aussi. Donc, ça a facilité. Oui, oui. Et on retournait souvent au village. Ma femme aimait bien passer 2-3 jours avec eux au village. Eh bien, nous terminons cet échange, professeur. Un dernier mot. Bon, je suis un peu triste aux nouvelles que j'apprends sur l'alphabétisation, les problèmes qui se posent actuellement. Je demande à la jeunesse, je vous demande à vous, les jeunes, d'accepter un bout de sacrifice. Parce que ce que je viens de raconter, à cette période-là, ce sont ceux qui ont accepté ce bout de sacrifice, qui ont créé aujourd'hui ce qui fait notre avancée. Alors si personne n'accepte plus aucun sacrifice, vu les difficultés, les combats, vu la guerre des langues, aucune ne veut céder la place, celles qui sont déjà là ne veulent pas reculer. S'il n'y a pas l'esprit de sacrifice chez la jeunesse, je ne sais pas comment ça peut évoluer, je ne sais pas comment on fera notre salut. Et l'humanité aura perdu une langue, parce qu'une langue c'est toute une philosophie. Oui, une vision du monde. Oui. Et c'est un affaiblissement de l'humanité en général. Donc il faut un sursaut de la jeunesse avec un bout d'esprit de sacrifice. En imitant ceux qui ont fait le même sacrifice, il faut qu'on ait le peu qu'on a aujourd'hui. Professeur Dame Tonda, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.